Elle a été rejetée par la seule famille qu'elle ait jamais connue. Pas pour quelque chose qu'elle avait mal fait, pour quelque chose qu'elle avait bien fait. Meliora a guéri. Elle a aidé. Elle a choisi la compassion quand l'indifférence aurait été plus sûre. Et un hiver, ce choix lui a tout coûté. Elle a perdu sa meute. Perdu la confiance de gens qu'elle connaissait depuis l'enfance. Perdu le seul endroit où elle avait jamais eu sa place. Alors, elle est partie dans les montagnes. Elle s'est construit une petite vie entre la neige et le silence. Et elle s'est appris, lentement et délibérément, que survivre seule était suffisant. Pendant des années, elle l'a cru. Puis une tempête a amené un louveteau à peine vivant à sa porte. Et le louveteau a amené un roi. C'est l'histoire d'une femme qui avait cessé de croire à l'appartenance. Et d'un homme qui a refusé de la laisser disparaître. Chapitre 1. La cabane n'avait pas de nom. La montagne non plus, pour autant que Meliora le sache. Elle n'avait jamais demandé. Les noms appartenaient aux endroits dont les gens parlaient, et personne ne parlait de cet endroit. C'était précisément pour ça qu'elle l'avait choisi. 3 ans. C'était le temps qu'elle avait vécu ici, au-dessus de la limite des arbres où le vent venait sans prévenir, et où les hivers duraient plus longtemps qu'il n'en avait le droit. La cabane était petite, une seule pièce, un seul foyer, des étagères d'herbes séchées et de bocaux bouchés, et ce genre d'ordre particulier qui vient du fait de n'avoir de compte à rendre qu'à soi-même. Ce n'était pas beau, ce n'était pas chaleureux comme l'est une maison habitée, mais c'était à elle, et personne ici ne la regardait comme on l'avait regardée avant. Elle avait appris, dans les années qui ont suivi son départ, que la solitude n'était pas la même chose que l'isolement. L'isolement, c'était ce qu'elle avait ressenti dans la meute, entourée de gens qui avaient décidé, sans preuve et sans courage, qu'elle était une personne dont il fallait douter. La solitude, c'était simplement le silence. Et le silence, avait-elle découvert, était quelque chose dans lequel elle pouvait vivre sans se briser. Elle s'était construit un rythme, se réveiller avant le jour, s'occuper du feu, vérifier les réserves, faire le tour du périmètre quand le temps le permettait, dormir quand la nuit tombait tôt, ce qui était toujours le cas en hiver. C'était une petite vie. Elle avait cessé de s'en excuser. La tempête est arrivée un jeudi, ce qu'elle savait uniquement parce qu'elle tenait un simple calendrier marqué au fusain à l'intérieur de la porte. Non pas que les jours importaient, mais en perdre complètement la notion ressemblait à un abandon qu'elle n'était pas prête à faire. Elle est venue vite, comme les pires tempêtes le font toujours en haute montagne, sans le long avertissement gris des hivers de plaine dont elle se souvenait de son enfance. 1 heure, le ciel était de la couleur du vieux fer. L'heure suivante, le vent avait une voix. Elle avait déjà rentré assez de bois pour 3 jours. Elle avait déjà vérifié le loquet des volets et éloigné ses réserves d'herbe du mur où le froid s'infiltrait au cœur de l'hiver. Elle savait ce que de telles tempêtes exigeaient. Elle n'en avait pas peur. Elle a enfilé son manteau, en laine épaisse, reprisé 2 fois à l'épaule gauche, et est sortie une dernière fois pour sécuriser la bâche du tas de bois avant que la neige ne rende la tâche impossible. Le froid l'a frappée comme un mur. Elle a baissé la tête et a avancé. Elle l'a trouvée à la lisière de la forêt. Au début, elle a cru que c'était un débris, quelque chose que le vent avait transporté et laissé tomber au pied du plus grand pin à l'orée des bois. Une forme sombre, déjà à moitié ensevelie, trop immobile pour être vivante. Elle a failli faire demi-tour. Elle ne l'a pas fait. Il était petit, plus jeune qu'elle ne se serait attendue à en trouver un seul ici. Un louveteau, à peine sevré, qui aurait encore dû être avec sa mère. Sa fourrure sombre était emmêlée de glace, et sa respiration si faible qu'elle a dû s'accroupir et observer un long moment avant d'être certaine qu'il respirait encore. Elle l'a regardé un long moment. Elle a pensé à ce qui s'était passé la dernière fois qu'elle avait choisi d'aider un loup qu'elle ne connaissait pas. Elle l'a ramassé quand même, parce que certaines choses ne changent pas. Pas vraiment. Pas même après tout. Il était plus léger qu'il n'aurait dû l'être. Elle l'a tenu contre sa poitrine, à l'intérieur de son manteau autant que possible, et est retournée à la cabane, la tête baissée contre le vent. Il ne s'est pas débattu. Il n'a pas fait un bruit. Il s'est simplement laissé porter, ce qui en disait plus sur son état critique que toute autre chose. À l'intérieur, elle a agi vite et sans sentimentalisme. Le feu a été ravivé. Une couverture sur le sol près de l'âtre. Ses mains ont cherché des blessures. Une coupure profonde le long de son flanc droit, pas fraîche, montrant déjà les premiers signes de gelure. Elle l'a nettoyé. Elle l'a pansé. Elle lui a parlé doucement pendant qu'elle travaillait. Pas vraiment des mots, juste un son.
Le genre de murmure bas et continu qu'elle utilisait des années auparavant avec les animaux effrayés qui avaient besoin de savoir qu'il n'était pas seul. Il était inconscient pendant la majeure partie du temps. Sa respiration s'est stabilisée au cours de la 2e heure. Au moment où la tempête s'est abattue de toutes ses forces sur la montagne, le vent était maintenant assez fort pour qu'elle le sente dans les murs. Il dormait d'une manière qui ressemblait moins au seuil de la mort qu'à un simple épuisement. Meliora s'est assise sur ses talons et la regardait. « Tu as choisi une terrible nuit, dit-elle doucement. Il n'a pas répondu. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse. Elle a ajouté une autre bûche au feu et s'est installée dans le fauteuil à côté de lui. Ses mains étaient enroulées autour d'une tasse d'eau tiédie et elle écoutait la tempête faire ce que font les tempêtes. Dehors, la montagne était blanche et furieuse. Dedans, le feu tenait bon. Elle avait choisi ça. L'altitude, le silence, ce froid particulier qui tenait la plupart des gens à l'écart. Elle l'avait choisi délibérément, et elle ne le regrettait pas. Mais parfois, les nuits comme celle-ci, quand la tempête pressait contre les murs et que le feu était la seule chose chaude à des kilomètres à la ronde, elle prenait conscience d'une question à laquelle elle n'avait jamais trouvé de réponse satisfaisante. Pas « est-ce que c'est assez ?» Elle avait déjà répondu à ça. Mais est-ce que c'est tout ce qu'il y a? La tempête a duré 2 jours. Meliora s'en fichait. Elle avait assez de provisions, et le louveteau lui donnait quelque chose à soigner, ce qui était différent d'avoir quelque chose à faire. Soigner demandait une attention d'un genre particulier, celle qui ne laissait pas de place aux pensées plus calmes et plus lourdes qui s'installaient parfois quand l'hiver s'éternisait. Elle a changé son pansement 2 fois. Elle lui a fait boire de l'eau avec un chiffon le 2e matin, quand il était assez conscient pour avaler, mais pas encore assez fort pour lever la tête. L'après-midi du 2e jour, il la regardait depuis la couverture avec des yeux alertes, prudents et très, très froids. Elle reconnaissait ce regard. Elle l'avait porté elle-même pendant des années. « Je ne sais pas si tu es en sécurité, » disait-il, « mais je n'ai pas la force de partir. »« Je sais, » lui dit-elle doucement. « Je ne vais pas te faire de mal. » Il l'a observé un long moment encore, puis il a reposé sa tête. Ce n'était pas de la confiance, pas encore, mais c'était quelque chose. Le matin du 3e jour est arrivé, clair et brutalement froid. Le ciel d'un bleu pâle et dur au-dessus des montagnes blanches. Le genre de matin qui semble magnifique de l'intérieur et qui vous punit de l'avoir cru une fois que vous mettez le pied dehors. Le louveteau était plus fort. Il avait mangé. Pas beaucoup, mais assez. Et il s'était déplacé de la couverture à une position plus proche de l'âtre. Ce qu'elle a pris comme un bon signe. Il la regardait toujours constamment. Elle s'y était habituée. Elle était dehors en train de fendre du bois quand elle l'a entendu. Des pas dans la neige, lourds, délibérés, venant du sentier Het, le chemin le plus long pour monter la montagne. C'est lui qui prenait 2 fois plus de temps que l'approche ouest. Mais c'était le seul praticable après une tempête de cette ampleur. Elle a posé la hache. Elle ne l'a pas reprise. Mais elle a noté où elle se trouvait. Il a émergé de la lisière de la forêt. Il ressemblait exactement à ce qu'il était. Un homme qui cherchait quelque chose sur un terrain difficile, depuis plus longtemps que ce qui était confortable, et qui ne l'avait pas encore trouvé, et qui n'avait pas l'habitude de ne pas trouver les choses. Grand, manteau sombre, pratique plutôt que décoratif, saupoudré de neige aux épaules, cheveux sombres, le genre d'immobilité dans sa façon de bouger qui ne venait pas exactement du calme, elle venait du contrôle, d'un homme qui avait appris il y a longtemps à empêcher ce qui se passait en lui d'atteindre son visage. Il s'est arrêté quand il l'a vue. Elle n'a pas bougé. Pendant un instant, aucun d'eux n'a parlé. La montagne était très silencieuse autour d'eux, de la manière dont elle le devient après une grosse tempête. Ce silence particulier, suspendu, comme si le monde reprenait son souffle. Puis ses yeux se sont déplacés vers la porte de la cabane. « Je cherche un loup, » dit-il, jeune, à la fourrure sombre. Il serait passé par ici pendant la tempête. Sa voix était basse, contrôlée. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation, de la manière dont parlent les hommes, habitués à ce que le monde confirme ce qu'ils savent déjà. Quelque chose dans la poitrine de Meliora s'est immobilisé. Elle connaissait ce ton. Elle l'avait déjà entendu, pas de cet homme, mais d'hommes comme lui. Des hommes qui arrivaient avec la certitude déjà dans leur voix et n'avaient besoin que d'une direction pour la viser. Des hommes qui avaient déjà décidé ce qu'ils allaient trouver avant de le trouver. « Je ne l'ai pas pris, dit-elle. Les mots sont sortis avant qu'elle n'ait décidé de les dire.
Il la regardait. Vraiment regardé. Pour la première fois depuis qu'il était sorti des arbres. Quelque chose a changé dans son expression. Pas un adoucissement. Exactement. Un recalibrage. Je n'ai pas dit que vous l'aviez fait, dit-il. Vous alliez le faire. Une pause. J'allais vous demander si vous l'aviez vu, dit-il prudemment. Vraiment? Le silence entre eux avait maintenant des arêtes. Elle l'observait de la manière dont elle avait appris à observer les gens qui arrivaient avec de l'autorité dans leur port et des questions dans leur bouche. Et il l'observait. Et elle pouvait le voir faire ce que les gens font quand ils rencontrent quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. S'ajuster. Réévaluer. Il n'était pas ce qu'elle avait supposé. Elle n'était pas ce qu'il avait supposé. Aucun d'eux n'avait encore assez d'informations pour le savoir. Il est à l'intérieur, dit-elle finalement. Quelque chose a traversé son visage alors. Rapide et réel et entièrement sans garde. Le soulagement, pur et immédiat, avant qu'il ne puisse le contenir. Ça a duré moins de 2 secondes. Mais elle l'a vu. « Il était à la lisière de la forêt quand je l'ai trouvé », a-t-elle poursuivi, sa voix égale. « Pendant la tempête, il était blessé et en hypothermie. Je l'ai rentré. Il se dirigeait déjà vers la porte. Elle s'est mise sur son chemin. Pas pour le bloquer, pas tout à fait, mais présente. Il en a assez vu, dit-elle doucement. Vous pouvez le voir. Mais vous entrez calmement, ou vous n'entrez pas du tout. » Il s'est arrêté. Il l'a regardée. Cette femme debout dans la neige devant une cabane de montagne, lui disant comment il allait entrer dans une pièce. Il l'a regardée un moment. Cette femme debout seule dans la neige devant une cabane de montagne, lui disant comment il allait entrer dans une pièce. Et quelque chose a changé dans son expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Pas de l'irritation, pas de l'amusement. Quelque chose de plus proche de la reconnaissance. « D'accord, » dit-il. Il l'a dit comme un homme dit quelque chose qu'il pense. Pas comme un homme dit quelque chose pour mettre fin à une conversation. À l'intérieur, le louveteau a levé la tête dès qu'ils ont franchi le seuil. Il a vu l'homme. Quelque chose s'est produit dans tout son corps à la fois. Un relâchement, une reconnaissance si complète que c'en était presque douloureux à voir. Il a essayé de se lever et y est parvenu à la 3e tentative. Les jambes instables, la queue remuant. L'homme a traversé la pièce en 3 pas et s'est accroupi. Et pendant un instant, il était entièrement sans garde. Ses mains vérifiaient la blessure du louveteau avec une douceur qui ne correspondait pas à l'immobilité contrôlée qu'il avait ramenée de la montagne. Sa voix est tombée à un ton bas et privé. Il est resté accroupi longtemps. Plus longtemps que nécessaire. Plus longtemps que le louveteau ne l'exigeait. Ses mains se sont déplacées avec soin sur le pansement qu'elle avait appliqué, vérifiant son travail avec une précision qui n'était pas de la méfiance. C'était de la minutie. La minutie d'un homme qui avait appris, probablement tôt et probablement à la dure, que les détails que les autres négligeaient étaient généralement ceux qui comptaient. Meliora se tenait près de la porte et regardait. Elle s'était trompée sur lui. Elle ne savait pas encore quelle était la version correcte. Mais elle l'a remarqué et l'a classé avec le soin particulier qu'elle accordait aux choses pour lesquelles elle n'avait pas encore de catégorie. Quand il s'est finalement levé et s'est retourné vers elle, ses yeux ne se sont pas posés sur le louveteau. Ils se sont posés sur elle. Pas avec exigence, pas avec interrogation. Simplement en regardant, de la manière dont quelqu'un regarde quand il décide si une personne va bien. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un avait vérifié. Il aurait dû partir cet après-midi-là. La tempête était passée. Le sentier était praticable. Difficile, mais praticable. Il avait trouvé ce qu'il était venu chercher. Il n'y avait aucune raison pratique de rester dans la cabane d'une étrangère sur le flanc d'une montagne, quand le chemin de la descente était ouvert et qu'un royaume attendait en bas. Il est resté quand même, pas parce qu'il l'a demandé, pas parce qu'elle l'a invité, mais parce que quand il s'est levé et a regardé le louveteau encore instable, le pansement sur son flanc frais et précis d'une manière qui lui disait que quelqu'un avait su exactement ce qu'il faisait. Il a compris que le déplacer maintenant annulerait 3 jours de travail soigné. Encore un jour, dit-il. Ce n'était pas une question. Meliora a regardé le louveteau, puis lui. Le pansement doit être changé à nouveau demain matin, dit-elle. Si vous le déplacez avant ça, la blessure se rouvrira. Alors je resterai jusqu'à demain matin. Elle n'a rien dit. Ce qui n'était pas la même chose que d'être d'accord, mais ce n'était pas non plus la même chose que de refuser. La cabane n'était pas faite pour 2 personnes. C'est devenu évident dès la première heure. Pas de façon dramatique. Il n'y a pas eu de confrontation, pas de collision, pas de moment où l'étroitesse de l'espace est devenue un problème,
que l'un ou l'autre a reconnu à voix haute. C'était plus subtil que ça. La conscience d'une autre personne, là où il n'y avait eu personne d'autre pendant 3 ans. La façon dont elle ajustait ses mouvements sans y penser, passant devant lui pour prendre un bocal d'herbe, s'inclinant légèrement différemment quand elle s'occupait du feu. Les petites recalibrations inconscientes d'un corps qui a appris à exister seul dans un espace, et qui apprend maintenant, à contre-cœur, que l'espace a changé. Il n'était pas envahissant. Elle lui accordait ça. Il a trouvé une place, le fauteuil près de la fenêtre, loin de l'âtre, loin de son établi. Et il l'a occupé avec l'immobilité particulière d'un homme qui comprend qu'il est un invité dans l'espace de quelqu'un d'autre et qui choisit de se comporter en conséquence. Il n'a pas offert la conversation. Il n'a pas rempli le silence de questions. Il s'est assis avec le louveteau à ses pieds et il était simplement présent. Ça aurait dû être plus facile à ignorer que ça ne l'était. Elle a fait de la soupe ce soir-là. Pas pour lui. Elle l'aurait faite de toute façon. Mais il y en avait assez pour 2, et ne pas lui servir un bol aurait nécessité une délibération qui ressemblait à une déclaration en soi. Alors elle a posé un 2e bol sur la table sans commentaire. Et il est venu à la table sans commentaire. Et ils ont mangé dans un silence qui n'était pas confortable, exactement, mais qui n'était pas hostile non plus. Au milieu de tout ça, il a dit « Vous saviez ce que vous faisiez avec la blessure ». Ce n'était pas un compliment, précisément. C'était une observation, le genre qui reconnaît la compétence sans en faire tout un plat. « J'étais une guérisseuse, dit-elle, dans ma meute. » Elle n'avait pas l'intention de dire cette dernière partie. Dans ma meute, au passé. Les 2 mots qui contenaient tout ce qu'elle ne lui avait pas dit et n'avait pas l'intention de lui dire. Il n'a pas insisté. Il a simplement hoché la tête, de la manière dont quelqu'un hoche la tête quand il a entendu quelque chose qui soulève des questions qu'il a décidé pour l'instant de ne pas poser. Mais elle a remarqué qu'il n'a pas complètement laissé tomber non plus. Il a posé son bol avec une petite délibération, le mouvement d'un homme qui classe quelque chose plutôt que de le jeter. Dans sa meute, au passé. 2 mots qui contenaient une blessure qu'elle n'avait pas nommée et qu'il ne lui avait pas demandé de nommer. Il n'allait pas demander, mais il n'allait pas oublier non plus. Elle n'était pas sûre si cela la mettait plus ou moins à l'aise. Après le dîner, il l'a aidée à débarrasser la table. Elle ne lui avait pas demandé, elle ne s'y attendait pas. Les hommes comme lui, les hommes avec cette qualité particulière d'autorité, cette immobilité contrôlée, ne se saisissaient généralement pas des bols pour les laver dans des cabanes de montagne. Ce n'était pas de la cruauté, c'était simplement quelque chose qui ne leur venait pas à l'esprit. Ça lui est venu à l'esprit. Elle l'a remarqué. Elle n'a rien dit à ce sujet. Cette nuit-là, elle lui a donné la couverture du coffre au pied de son lit, celle de rechange, en laine, assez épaisse pour le froid de la montagne. Et il s'est fait une place près de l'âtre sans qu'on le lui demande, et sans en faire tout un plat. Elle était allongée dans son lit dans le noir, et écoutait le feu se tasser, et pensait au fait qu'il y avait un homme qui dormait sur son sol. Pas avec peur, pas exactement avec confort non plus, avec quelque chose pour lequel elle n'avait pas de mots précis. Le malaise particulier d'une personne qui a organisé sa vie très soigneusement autour de l'absence d'autres personnes et qui vient de se rappeler sans préavis que d'autres personnes existent. Elle n'avait pas oublié. Pas vraiment. Elle était simplement devenue très douée pour ne pas y penser. Le louveteau respirait régulièrement près de l'âtre. Dehors, la montagne était silencieuse comme elle le devient après une grosse tempête. Ce silence profond et particulier, qui ressemble moins à la paix qu'au monde retenant son souffle avant ce qui va suivre. Elle a fermé les yeux. Elle n'a pas dormi pendant longtemps. De l'autre côté de la pièce, lui non plus. Il était allongé dans le noir et pensait à la façon dont elle s'était mise sur son chemin à la porte. Pas avec agressivité, pas avec peur, avec une certitude calme et absolue. Vous entrez calmement ou vous n'entrez pas du tout. Ça l'avait arrêté comme très peu de choses l'arrêtaient encore. Il a pensé à « dans ma meute », au passé. Il a pensé à la façon dont elle se déplaçait dans l'espace. Précise, autosuffisante, entièrement sans mise en scène. Une femme qui avait appris à n'avoir besoin de rien de personne et qui était devenue très douée pour ça. Il avait rencontré des femmes qui jouaient l'indépendance. Ce n'était pas ça. C'était quelque chose qui avait été gagné à la dure. Il ne connaissait pas encore la forme de tout ça. Mais il était allongé dans le noir et y réfléchissait. La qualité particulière de l'attention qu'il portait à une femme qu'il connaissait depuis 2 jours dans une cabane où il n'avait aucune raison pratique d'être encore sur une montagne qui n'avait rien à voir avec son royaume ou ses responsabilités,
ou l'une des 100 choses qui l'attendaient toujours en bas. Il n'avait pas de réponse claire sur ce que cela signifiait. Mais il a remarqué autre chose, quelque chose de plus calme et de plus certain que la curiosité. Elle était seule ici. Elle était seule ici depuis longtemps. Et quoi que ce soit qui l'ait mise ici, le passé, la neutralité prudente, la façon dont elle s'était mise sur son chemin à la porte, comme si elle avait appris en cours de route que personne d'autre n'allait le faire, n'avait pas été son choix. Pas vraiment. Il a pensé à ça pendant longtemps avant de s'endormir. Avant de continuer, si cette histoire vous touche déjà, si vous avez ressenti quelque chose dans ce premier chapitre qui vous a donné envie de rester, s'il vous plaît, laissez un j'aime. Ça ne prend qu'une seconde, et ça compte beaucoup pour moi. Et si vous ne faites pas encore partie de cette bibliothèque, abonnez-vous. D'autres histoires vous attendent ici. Maintenant, continuons. Chapitre 2. Il a changé le pansement lui-même le lendemain matin. Elle ne lui avait pas demandé. Elle s'était réveillée tôt, comme toujours. Et le temps qu'elle allume le feu et fasse chauffer l'eau, il était déjà accroupi à côté du louveteau, avec le chiffon propre qu'elle avait laissé la veille au soir. Ses mains se déplaçaient avec une précision prudente et sans hâte qui lui disait qu'il avait déjà fait ça. Pas en tant que guérisseur, mais en tant que quelqu'un qui avait appris à un moment donné que soigner les choses blessées était simplement quelque chose qui devait être fait. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte entre la zone de couchage et la pièce principale et l'a observé un moment avant qu'il ne sache qu'elle était là. Il parlait doucement au louveteau. Pas des mots qu'elle pouvait distinguer. Juste un son, bas et continu. Le même genre de murmure qu'elle avait utilisé elle-même 2 nuits auparavant, quand l'animal était effrayé et avait besoin de savoir qu'il n'était pas seul. Elle l'avait fait instinctivement. Il le faisait instinctivement aussi. Elle a classé ça avec les autres choses qu'elle collectait sur lui, sans encore savoir quoi en faire. Il l'a remarqué quand il a attrapé le 2e morceau de tissu. « La blessure se referme bien », dit-il sans lever les yeux. « Vous avez fait du bon travail. »« Je sais », dit-elle. Une pause, puis quelque chose qui aurait pu, sous une autre lumière, être le début d'un sourire. « Oui », dit-il. « J'imagine que oui. » Elle s'est approchée du feu et n'a rien dit. Mais quelque chose dans la pièce avait changé. Très légèrement, de la manière dont la lumière change en fin d'après-midi quand on ne la regarde pas. Et puis soudain, toute la qualité de l'air est différente, et on ne peut pas dire exactement quand ça a changé. Il aurait dû partir après le pansement. La blessure était suffisamment refermée. Le louveteau était stable sur ses pattes, mangeant correctement maintenant. Ses yeux dorés brillaient d'une manière qu'il n'avait pas 2 jours auparavant. Il n'y avait aucune raison médicale de rester. Il est resté. Il ne l'a pas expliqué. Elle ne lui a pas demandé de le faire. Il y avait quelque chose entre eux maintenant qui n'était ni du confort ni de la tension, mais qui existait dans l'espace particulier entre ces 2 choses. Une conscience mutuelle et tacite que le matin n'en avait pas encore fini avec l'un ou l'autre. Elle lui a donné des tâches parce que c'était plus facile que de l'avoir simplement présent dans l'espace, sans rien à faire. Des choses pratiques. Remplir l'eau du ruisseau en dessous du sentier, et pendant qu'il était encore matin, et que la glace était gérable. Vérifier la bâche du tas de bois qu'elle n'avait pas correctement fixée pendant la tempête. Il les a faites sans commentaire. Il est revenu du tas de bois et a dit que le support gauche était fissuré. Si vous avez une autre tempête comme celle-là, il ne tiendra pas. Je sais, dit-elle. Je n'ai pas eu le bon bois pour le réparer. Il l'a regardé un moment. J'ai vu un pin tomber sur le sentier est, dit-il. Assez sec. Les bonnes dimensions. Il faudrait la majeure partie de la matinée pour le couper et le transporter. Oui, dit-il. Elle l'a regardé. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit-elle. Je sais, dit-il. Et il est parti. Elle l'a regardé par la fenêtre un moment après qu'il ait disparu sur le sentier est. Cet homme qui était arrivé il y a 2 jours avec la certitude dans sa voix et la responsabilité d'un royaume sur ses épaules. Marchant maintenant sur un sentier de montagne pour couper du bois pour un support de tas de bois parce que ça devait être fait et qu'il l'avait remarqué. Elle s'est détournée de la fenêtre. Elle n'a pas examiné le sentiment qui était tranquillement assis dans sa poitrine. Elle n'était pas encore prête pour ça. Il est parti la majeure partie de la matinée. Elle a utilisé ce temps comme elle utilisait toujours la solitude inattendue, efficacement, sans sentimentalisme. Elle a moulu la valériane séchée qu'elle devait faire. Elle a réorganisé l'étagère à herbes. Elle a vérifié ses réserves pour le reste de l'hiver et a fait les petits calculs mentaux que la vie seule en altitude exigeait. Le louveteau l'a suivie dans la cabane pendant qu'elle travaillait, ce qui était nouveau. Il y a 2 jours,
Il l'avait observée à une distance prudente. Maintenant, il était simplement présent sur ses talons, ayant apparemment pris une décision privée à son sujet sans qu'elle ait été consultée. Elle a découvert que ça ne la dérangeait pas. « Ne t'attache pas », lui dit-elle. Il s'est assis sur son pied. « Ce n'est pas rassurant », dit-elle. Gareth est revenu juste avant midi avec du bois coupé à la bonne longueur et empilé sur ses épaules d'une manière entièrement pratique, et qui révélait, incidemment, quelque chose sur le corps sous le manteau sombre qu'elle a noté et immédiatement mis de côté. Il a réparé le support sans lui demander où étaient les outils. Il les a trouvés, ce qui signifiait qu'il avait prêté attention à l'agencement de la cabane d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Pendant qu'il travaillait, elle l'a observé par la fenêtre, pas tout à fait intentionnellement. Il a accompli la tâche avec l'efficacité de quelqu'un qui avait évalué le problème dans son ensemble avant de commencer. Pas seulement le support, réalisa-t-elle, mais toute la structure du tas de bois. Il a renforcé 2 autres points qu'elle ne lui avait pas demandés. Des points qu'elle n'avait pas remarqués s'affaiblissaient. Il avait vu l'ensemble du tableau, pas seulement la partie qu'elle lui avait montrée. Elle a classé ça aussi. Ça lui a pris moins de temps qu'elle ne l'aurait pensé. Il a travaillé proprement, sans mouvement gaspillé, sans la performance particulière que certains hommes apportent aux tâches physiques quand une femme regarde. Il ne se donnait pas en spectacle. Il réparait juste le support. Quand il a eu fini, il a reculé et l'a regardé avec l'œil critique de quelqu'un qui vérifie son propre travail honnêtement, plutôt que de chercher une confirmation. « Ça tiendra, dit-il. »« Merci, dit-elle. » Il l'a regardé quand elle l'a dit. Pas parce que les remerciements étaient inattendus, mais comme si le mot était arrivé d'une manière particulière qu'il essayait de comprendre. Elle l'a regardé fixement. Quelque chose est passé entre eux à ce moment-là. Pas romantique, pas encore. Pas quelque chose que l'un ou l'autre aurait pu nommer clairement. Quelque chose de plus calme que ça. La reconnaissance particulière qui se produit lorsque 2 personnes qui ont toutes 2 appris, pour des raisons différentes, à attendre très peu des autres, rencontrent quelqu'un qui continue de faire de petites choses qui ne leur coûtent rien de retenir. Ce n'était pas de la confiance, pas encore, mais c'était la chose qui vient avant la confiance, chez les gens qui ont oublié ce que l'on ressent en faisant confiance. Ce soir-là, pour la première fois, le silence entre eux était confortable. Pas parce que quelque chose avait été dit, pas parce que quelque chose avait été résolu, mais parce que quelque part entre le support du tas de bois et le pansement, et le bois transporté d'un pin tombé sur le sentier, la qualité de l'air entre eux avait changé. Elle l'a remarqué quand elle lui a tendu son bol, et il a dit « merci » de la même manière calme qu'elle le lui avait dit cet après-midi-là. Pas comme une formalité, mais comme quelque chose de sincère. Elle s'est assise en face de lui. Le louveteau s'est installé entre eux. Dehors, la montagne était immobile. Dedans, le feu tenait bon. Elle a regardé la porte un moment. La porte qu'elle avait ouverte et fermée 10 000 fois en 3 ans, toujours de l'intérieur. Elle ne savait pas pourquoi elle la regardait. Elle a détourné le regard. Il lui a demandé le lendemain matin. Pas directement. Pas avec la franchise de quelqu'un qui a décidé qu'il avait le droit de savoir. Il a demandé de la manière dont quelqu'un demande, quand il a réfléchi à une question depuis assez longtemps, pour que ne pas la poser soit devenu une sorte de présence dans la pièce. Ils étaient assis avec leur tasse du matin. Elle avec du thé, lui avec l'eau chaude simple, qu'il avait acceptée sans se plaindre quand elle lui avait expliqué qu'elle n'avait pas assez de thé pour 2. Et le louveteau dormait entre eux. Et la montagne faisait ce qu'elle faisait les matins d'hiver clairs, où la lumière se reflétait sur la neige sous un angle particulier qui donnait l'impression que le monde venait d'être créé. « Dans votre meute, dit-il. Que s'est-il passé ?» Elle l'a regardé par-dessus sa tasse. Elle savait que ça allait venir. Elle l'avait senti monter depuis la veille au soir. Depuis que la qualité du silence entre eux s'était transformée en quelque chose qui rendait certaines conversations non seulement possibles, mais peut-être inévitables. Elle avait décidé dans un coin de sa tête ce qu'elle dirait quand ça arriverait. Elle avait opté pour la version courte. La version courte était plus facile. Elle avait moins d'aspérité. « J'ai sauvé quelqu'un que je n'aurais pas dû », dit-elle. Et les gens ont décidé que ça signifiait quelque chose que ça ne signifiait pas. Il a attendu. Elle a regardé par la fenêtre la montagne blanche et a dit le reste. Elle l'a raconté simplement, sans drame, sans apitoiement sur soi-même, de la manière dont on raconte une histoire qu'on s'est racontée tant de fois que les bords tranchants se sont usés pour devenir quelque chose qu'on peut manipuler sans saigner.
Un jeune loup d'un territoire rival, trouvé près de la frontière en hiver, blessé, à peine conscient. Elle l'avait ramené parce qu'il était vivant et qu'elle était une guérisseuse, et que c'était ce que faisaient les guérisseurs. Des jours plus tard, des informations de patrouille avaient atteint la meute rivale. Une confrontation, des blessures, la peur se propageant à travers le territoire comme le froid à travers un mur. Et puis la chose qui arrivait toujours, quand les gens effrayés avaient besoin d'un endroit où mettre leur peur. Ils l'ont mise sur elle. Personne ne m'a formellement accusé, dit-elle. Aucun alpha ne s'est levé pour dire mon nom. Il n'y a pas eu de procès, pas d'exil. Elle a fait une pause. Ça aurait été plus facile, je pense, avoir quelque chose contre quoi argumenter. Quelque chose avec des contours. Elle a regardé sa tasse. Au lieu de ça, c'était juste les gens qui devenaient prudents avec moi. Les conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais. Les amis qui étaient soudainement très occupés. Les gens qui m'avaient connu toute ma vie, me regardant comme s'ils essayaient de se souvenir de qui j'avais été, avant de décider qui j'étais. Elle a dit tout ça avec le même calme égal qu'elle avait utilisé pour tout le reste. Garrett n'a rien dit. Elle a apprécié cela plus qu'elle n'aurait pu l'expliquer. Le jeune loup est mort avant de pouvoir donner sa version, a-t-elle poursuivi. Tout ce qu'il savait est parti avec lui. La question est restée. La suspicion est restée. Une pause. Les gens qui me connaissaient le mieux ne m'ont jamais vraiment défendu. C'est la partie qui, elle s'est arrêtée. Elle n'avait pas l'intention de dire cette dernière partie. Elle a de nouveau regardé par la fenêtre. C'est la partie qui a tout décidé, dit-elle. Quand j'ai compris que personne ne viendrait laver mon nom. Personne ne viendrait me choisir. Elle a repris sa tasse. Alors je suis parti. Le feu crépitait. Le louveteau a bougé dans son sommeil. Dehors, la lumière sur la neige était très vive et très froide. Garrett est resté silencieux longtemps après qu'elle ait fini. Pas le silence d'un homme qui ne sait pas quoi dire. Le silence d'un homme qui fait attention à ce qu'il dit. Parce qu'il comprend, soudainement et complètement, qu'il est en présence de quelque chose qui a été survécu, plutôt que surmonté, et que survivre à ça avait coûté à cette femme quelque chose qu'elle n'avait jamais récupéré. « Il y a combien de temps ?» dit-il finalement. « 7 ans. » Un autre silence. « Est la personne qui a réellement transmis l'information, » dit-il prudemment. « A-t-elle jamais été identifiée? Quelque chose a changé dans son expression. Petit, contrôlé. « Non, dit-elle. Elle n'a jamais été identifiée. » Il l'a regardée, au ton plat et prudent de sa voix quand elle l'a dit. L'immobilité particulière de quelqu'un qui a fait la paix avec quelque chose avec lequel il n'a pas vraiment fait la paix. « Est-ce que ça compte pour toi? » a-t-il demandé. Sachant. Elle est restée silencieuse un moment. « Ça comptait avant, dit-elle. J'ai passé la première année à tout repasser en revue. Chaque personne, chaque conversation, chaque moment qui aurait pu, elle s'est arrêtée. Après un certain temps, j'ai compris que savoir ne changerait rien. Le mal était fait. Les gens qui avaient décidé avaient décidé. Savoir qui avait commencé ne les ferait pas changer d'avis. Elle l'a dit comme si elle le croyait. Il n'était pas sûr qu'elle le fasse. Il l'a regardé un long moment, le ton plat et prudent de sa voix. L'immobilité particulière de quelqu'un qui a fait la paix avec quelque chose, en décidant que la chose n'existait plus, plutôt qu'en faisant réellement la paix avec. 7 ans. Elle avait porté ça pendant 7 ans, parce que personne n'avait pensé à regarder. Parce que des gens effrayés avaient choisi une direction, et personne avec l'autorité de remettre en question cette direction ne l'avait remise en question. Il avait cette autorité. Il ne la connaissait pas alors. Il la connaissait maintenant. La décision s'est formée tranquillement, de la manière dont ces décisions les plus certaines se formaient toujours. Pas avec drame, pas avec annonce, simplement avec la finalité particulière de quelque chose qui s'était déjà produit avant qu'il n'ait trouvé les mots pour le dire. Il allait découvrir la vérité. Pas pour elle. Elle n'avait pas demandé. Pas pour le royaume. Ça n'avait rien à voir avec le royaume. Parce qu'elle méritait de savoir. Et parce qu'il était apparemment la première personne en 7 ans qui avait l'intention de s'assurer qu'elle le sache. La conversation a changé de sujet après ça. Pas parce que l'un ou l'autre voulait la quitter, mais parce qu'elle lui en avait donné autant qu'elle avait décidé de donner. Et il n'était pas le genre d'homme à forcer ce que quelqu'un avait choisi d'offrir. Mais quelque chose avait changé. Il était arrivé il y a 3 jours à la recherche d'un louveteau dans une tempête de montagne. Il avait trouvé le louveteau. Il avait aussi trouvé une femme vivant seule en altitude, précise et autosuffisante, et blindée d'une manière qui avait été construite si soigneusement pendant tant d'années qu'elle ne pouvait probablement plus le voir.
de la manière dont on cesse de voir les murs d'une pièce dans laquelle on a vécu assez longtemps. Il a pensé aux informations de la patrouille, au moment où elles sont arrivées, à la façon dont elle avait décrit l'accusation. Pas dramatique, pas organisée, juste la peur trouvant une direction. Il a pensé à 7 ans. Il a pensé à une femme qui avait choisi la compassion et avait été punie pour cela si complètement et si tranquillement qu'elle avait gravi une montagne et s'était convaincue que la solitude était suffisante. Quelque chose qui n'était pas tout à fait de la colère l'a traversé. Il l'a gardé hors de son visage, mais c'est resté. Ce soir-là, il lui a dit son nom, pas son titre, pas ce qu'il était, juste son nom. « Garrett », dit-il, alors qu'ils étaient assis avec les dernières lueurs du feu du soir et que le louveteau dormait, et que le silence était redevenu du genre confortable. Elle l'a regardé. « Je sais », dit-elle. Il s'est immobilisé. « Vous saviez ? Pas au début », dit-elle. « Le manteau, votre façon de bouger, le fait que vous ne m'ayez pas demandé à qui appartenait ce territoire. » Une pause. Il m'a fallu jusqu'au 2e jour. Il est resté silencieux un moment. « Et vous n'avez rien dit. Vous non plus. » Il l'a regardé. Cette femme qui savait depuis 2 jours qu'elle hébergeait le roi Alpha dans sa cabane de montagne d'une seule pièce, et qui n'avait rien dit, rien demandé, le traitant avec la même équanimité prudente et mesurée qu'elle appliquait à tout le reste. « La plupart des gens, commença-t-il. Je ne suis pas la plupart des gens, dit-elle simplement. Elle a pris sa tasse. Il a regardé le feu. Non, dit-il doucement. Vous ne l'êtes pas. Le feu était bas. La montagne était sombre derrière la fenêtre. Le monde en bas de la montagne, dit-il après un moment. Pas une question, pas tout à fait une affirmation. Quelque chose entre les deux. L'ouverture prudente d'une porte qu'il n'était pas sûr qu'elle soit prête à franchir. Elle l'a regardé. Qu'est-ce qu'il a? Dit-elle. Il est toujours là, dit-il simplement. C'est tout. Elle est restée silencieuse longtemps. Je sais, dit-elle finalement. Elle l'a dit comme si elle avait oublié. Comme si se le rappeler était à la fois la chose la plus gentille et la plus compliquée qu'il aurait pu faire. Chapitre 3. Il est parti le lendemain matin. Pas sans prévenir. Pas de la manière dont les gens l'avaient quitté avant. Graduellement, avec des excuses. Le lent retrait, qui était pire que n'importe quel départ net, parce qu'il vous faisait remettre en question chaque moment qui y avait mené. Il le lui a dit la veille au soir, simplement et directement, qu'il devait retourner au royaume, qu'il était déjà parti plus longtemps que prévu, qu'il y avait des responsabilités qui ne s'arrêtaient pas parce qu'il était sur une montagne. Elle avait hoché la tête. Elle avait dit « Bien sûr ». Elle le pensait. Le matin, il a changé le pansement du louveteau une dernière fois, pendant qu'elle lui préparait un paquet de provisions pour la descente. De la viande séchée, du pain dur, 2 bocaux bouchés de la pommade qu'elle utilisait pour la blessure. Des choses pratiques. Des choses qui ne nécessitaient aucune explication et aucune reconnaissance de quoi que ce soit d'autre que le fait qu'un homme descendait une montagne en hiver et aurait besoin de manger. Il a pris le paquet sans en faire tout un plat. Elle a apprécié ça. Le louveteau a compris avant que l'un ou l'autre ne dise quoi que ce soit. Il avait observé les préparatifs avec l'attention particulière d'un jeune animal qui a appris à la dure à lire la signification des mouvements. Quand Garrett s'est accroupi pour lui dire au revoir, il a pressé son nez contre la main de l'homme et l'a maintenu là un long moment. Meliora a détourné le regard. À la porte, Garrett s'est arrêté. Il s'est retourné et l'a regardé. Debout au milieu de sa cabane, les bras le long du corps, son expression soigneusement neutre qu'elle portait quand elle ressentait quelque chose qu'elle avait décidé de ne pas montrer. « Merci », dit-il, « pour ce que vous avez fait pour lui. Il avait besoin d'aide, dit-elle. Ce n'était pas compliqué. Non, dit-il. Je suppose que non. Pour vous. Elle l'a regardé. Il l'a regardé. Il y avait quelque chose dans l'espace entre eux. Quelque chose qui s'était construit depuis le support du tas de bois. Depuis le feu du soir. Depuis le « je sais », prononcé doucement à travers une pièce par une femme qui avait hébergé un roi pendant 4 jours et ne lui avait rien demandé. Aucun d'eux ne l'a dit. Aucun d'eux n'était prêt. Il l'a regardé un moment de plus que ne l'exigeait la conversation. Il y avait quelque chose dedans, dans la façon dont il regardait, dans la qualité particulière de son immobilité, qu'elle ne pouvait pas nommer, pas de la réticence exactement, pas de l'hésitation, quelque chose de plus proche de l'expression d'un homme qui a décidé quelque chose, et qui porte cette décision tranquillement, dès la manière dont il portait tout le reste, sans annonce, sans demander de reconnaissance. « Prenez le sentier ouest »,
dit-elle finalement. Il est plus long, mais la glace est plus gérable après une tempête. Je connais la montagne, dit-il. Vous vous êtes séparés de votre louveteau dans une tempête, dit-elle. Prenez le sentier ouest. Quelque chose a traversé son visage. Cette chose encore. Le presque sourire qui arrivait et repartait avant de se former complètement. D'accord, dit-il. Il est parti. Elle est restée dans l'embrasure de la porte et l'a regardé partir. Regardez jusqu'à ce que le manteau sombre disparaisse dans la lisière de la forêt, et a eu le sentiment étrange et spécifique qu'il ne partait pas entièrement, qu'une partie de lui restait derrière d'une manière pour laquelle elle n'avait pas encore de mots. Elle s'est dit que ce n'était rien. Elle a fermé la porte. La cabane semblait différente. Elle l'a remarqué immédiatement et ne voulait pas le remarquer. Ce qui a rendu le fait de le remarquer pire. Ce n'était pas le vide exactement. Elle était habituée au vide. Elle avait construit une vie à l'intérieur et en avait appris la texture et le poids particulier. C'était quelque chose de plus spécifique que ça. C'était l'absence d'une présence particulière. Elle a accompli sa routine matinale avec la délibération qu'elle utilisait quand elle avait besoin que son corps rappelle à son cerveau comment les choses fonctionnaient. Feu, eau, herbe, le louveteau sur ses talons. Plus silencieux que d'habitude, faisant sa propre version du même ajustement. Il est parti, dit-elle au louveteau. Ça allait toujours arriver. Le louveteau l'a regardé. C'était 4 jours, dit-elle. Ça ne veut rien dire. Elle a pris la valériane qu'elle avait moulue la veille et l'a reposée. Elle s'est tenue à la fenêtre et a regardé la montagne. Il avait dit, le monde en bas de la montagne est toujours là. Elle avait dit, je sais. Elle l'avait dit comme une déviation, le genre particulier de savoir qui était en fait une forme de ne pas vouloir discuter de quelque chose. Mais dans les jours qui ont suivi son départ, elle s'était surprise à y revenir de la manière dont on revient à une phrase qui signifiait plus que ce qu'on s'est permis d'entendre la première fois. Le monde en bas de la montagne. Elle n'y avait pas pensé comme à un endroit où elle pourrait retourner. Qui avait pensé comme à un endroit qui en avait fini avec elle, ou avec lequel elle en avait fini, ce qui revenait au même. Il l'avait dit comme si aucune de ces choses n'était permanente, comme si c'était simplement toujours là, en attente, sans jugement. Elle ne savait pas quoi faire de ça, alors elle l'a mis de côté, de la manière dont elle mettait de côté tout ce dont elle ne savait pas quoi faire. Et elle est retournée à la valériane. Mais elle a remarqué ce soir-là qu'elle est restée à la fenêtre plus longtemps que nécessaire, regardant en bas de la montagne, n'attendant pas. Elle s'est dit qu'elle n'attendait pas. Les jours qui ont suivi ont été ordinaires. C'était le mot auquel elle revenait sans cesse. Ordinaire. Le même rythme qu'elle avait construit pendant 3 ans. Réveil, feu, réserve, tour du périmètre, travail, sommeil. Le même silence. La même qualité particulière de solitude dans laquelle elle avait appris à vivre sans se briser. C'était différent maintenant. Pas pire exactement. Ou pas seulement pire. Plutôt comme si elle avait oublié en 4 jours son poids spécifique, la façon dont il pesait. Elle s'était habituée au son d'une autre personne dans l'espace, la cadence particulière de ses mouvements, sans hâte, délibérée, sans gaspillage. Son murmure bas, parlante au louveteau le matin. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait remarqué, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à remarquer. Le louveteau n'aidait pas. Il avait pris l'habitude de s'asseoir près de la porte le soir, pas agité, pas anxieux, juste présent là, la regardant avec ses yeux dorés. D'une manière qui disait très clairement qu'il attendait quelque chose qu'elle prétendait ne pas attendre non plus. « Arrête ça », lui dit-elle un soir. Il la regardait. « Il ne reviendra pas », dit-elle. Les hommes comme ça ne reviennent pas dans des endroits comme celui-ci. Ils ont des royaumes. Ils ont des responsabilités. Elle a fait une pause. Ils ont des vies qui n'ont rien à voir avec une cabane d'une seule pièce et une femme qui vit seule sur une montagne parce qu'elle n'avait plus de meilleures options. Le louveteau a soutenu son regard un long moment. Puis il a de nouveau regardé la porte. Elle a pris son livre et ne l'a pas lu. Le 7e jour, elle a cessé de se dire que ça ne voulait rien dire. Pas parce qu'elle avait décidé que ça voulait dire quelque chose, mais parce que l'énergie nécessaire pour continuer à insister que ça ne voulait rien dire était devenue plus épuisante que de simplement laisser le sentiment exister sans verdict. Il avait été gentil, il avait réparé le support, il avait changé le pansement sans qu'on le lui demande. Il l'avait écouté raconter la pire chose qui lui soit jamais arrivée et il ne l'avait pas regardé différemment après. C'était tout. C'était aussi plus que ce que quiconque lui avait donné en 7 ans. Elle était consciente que c'était un problème,
Pas à cause de ce que ça disait de lui, mais à cause de ce que ça disait de la petitesse dans laquelle elle avait laissé son monde devenir. Elle est restée assise avec ça pendant longtemps. Dehors, la montagne était froide et immobile, et totalement inutile. Dedans, le feu tenait bon. Et le 8e jour, elle a entendu des pas sur le sentier est. Elle était à la fenêtre avant d'avoir décidé de bouger. Le manteau sombre a émergé de la lisière de la forêt. Il portait quelque chose, un paquet emballé, pratique, de la taille d'une sacoche de sel. Il se déplaçait avec le même rythme délibéré et sans hâte qu'elle avait mémorisé sans le vouloir. Il a levé les yeux vers la cabane et l'a vue à la fenêtre. Il a levé une main, simple, sans démonstration. Elle s'est reculée de la fenêtre. Elle est restée au milieu de la cabane un moment, son cœur faisant quelque chose pour lequel elle n'avait aucune patience. Puis elle est allée à la porte et l'a ouverte avant qu'il ne frappe. Il s'est arrêté sur le seuil. « J'ai dit que je connaissais la montagne, » dit-il. « Vous avez pris le sentier ouest, » dit-elle. « J'ai pris le sentier ouest. » Elle l'a regardé. Il l'a regardé. « Entrez, » dit-elle. Il est entré. Il est resté 3 jours la 2e fois. Pas à cause du louveteau. Le louveteau était guéri, stable sur ses pattes, entièrement rétabli de la manière simple dont les jeunes animaux se rétablissent quand on s'est bien occupé d'eux. Pas à cause du temps. La montagne était froide, mais claire. Le sentier est praticable. Aucune tempête ne menaçant à l'horizon. Il est resté parce qu'il était revenu pour rester. Il ne l'a pas dit. Elle ne lui a pas demandé de le confirmer. Mais c'était présent entre eux, de la manière dont certaines choses vraies sont présentes. Non dites, non cachées, simplement là. De la manière dont la montagne était là, ne nécessitant aucune annonce. Le paquet qu'il avait transporté sur le sentier et contenait des choses pratiques. Une longueur de bonne corde. Un pot de graisse fondue pour imperméabiliser les planches extérieures de la cabane. 2 livres. Un sur les herbes de montagne qu'elle n'avait pas. Un autre sans aucune valeur pratique. Simplement un roman. Le genre avec une tranche craquelée, qui disait que quelqu'un l'avait lu plus d'une fois. Elle a regardé le roman un moment. Elle l'a regardé. Il déballait la corde, le dos tourné vers elle. Elle a posé le roman sur son étagère, entre la valériane et la fleur de sureau séché, et n'a rien dit. Le rythme de la cabane s'est ajusté autour de 2 personnes plus naturellement la 2e fois. Elle l'a remarqué, et a essayé de ne pas trouver ça significatif. Le corps s'adapte, se dit-elle. C'était tout. 3 ans de solitude et 4 jours de compagnie, et 8 jours de solitude à nouveau, et maintenant de la compagnie une fois de plus. Le corps mettait simplement à jour ses calibrations. Ça ne signifiait rien de plus que ça. Le louveteau n'était absolument pas dérangé par cet argument interne. Il partageait son temps entre eux, avec le pragmatisme joyeux d'une créature qui avait décidé que les 2 humains lui appartenaient, et ne voyait aucune contradiction à cela. Elle s'est surprise le 2e matin à parler à Gareth des herbes. Pas de manière délibérée, pas en l'asseyant pour lui expliquer son travail, juste en parlant pendant qu'elle travaillait, de la manière dont on parle quand quelqu'un est présent, et que le silence est devenu assez confortable pour que le remplir occasionnellement semble naturel plutôt que nécessaire. Elle lui a parlé de la valériane de montagne et de la façon dont elle poussait différemment en altitude, plus courte, plus puissante, moins prévisible que la variété des plaines. Elle lui a parlé du sureau au pied du sentier ouest, celui qu'elle vérifiait chaque printemps pour les premières fleurs, et comment elle avait construit tout son traitement contre la fièvre autour de cet unique arbre, parce que c'était le seul sureau à moins de 2 heures de la cabane. Il a écouté comme il faisait tout, avec toute son attention et sans mise en scène. À un moment donné, il a posé une question qui lui a dit qu'il avait compris quelque chose qu'elle n'avait pas expliqué directement, qui devait être déduit de 2 choses distinctes qu'elle avait dites à 20 minutes d'intervalle. Elle a fait une pause. « Vous faisiez attention », dit-elle. « Oui », dit-il simplement. Elle est retournée à son travail. Le sentiment dans sa poitrine n'avait pas de nom précis. Le 2e après-midi, il a demandé s'il pouvait regarder ses registres. Elle tenait des registres comme tous les guérisseurs, un système qui avait un sens parfait pour elle et qui aurait été impénétrable pour quiconque d'autre. Des cas documentés de son écriture soignée, traitements, résultats, notes sur ce qui avait fonctionné et ce qui n'avait pas fonctionné et pourquoi elle le pensait. 7 ans de pratique solitaire dans les marges de la montagne. Elle les lui a donnés sans savoir vraiment pourquoi. Il les a lus comme il avait écouté, avec toute son attention, tournant les pages lentement, revenant parfois en arrière pour relire quelque chose. Elle l'a observé de l'autre côté de la pièce
et a ressenti la vulnérabilité particulière de voir quelqu'un regarder son travail, son vrai travail, le travail qu'on fait quand personne ne regarde et qu'aucune performance n'est requise. Il a levé les yeux après un moment. « C'est bon, dit-il. Pas impressionnant, pas remarquable pour quelqu'un qui travaille seul. Juste bon. »« Je sais, dit-elle, le presque sourire. »« Oui, dit-il. J'imagine que oui. » Ce soir-là, après le dîner, il était silencieux d'une manière différente de son silence habituel. Elle l'a remarqué de la manière dont elle remarquait tout chez lui maintenant, sans le chercher, simplement en le recevant. De la manière dont on reçoit des informations sur un paysage qu'on a parcouru assez longtemps pour le lire. Il pensait à quelque chose. Elle l'a laissé penser. Finalement, il a dit « Je veux vous demander quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de répondre. » Elle a posé sa tasse. « Quand vous avez quitté votre meute, dit-il prudemment, avez-vous laissé quelqu'un derrière vous? De la famille? Quelqu'un qui... » « Non, dit-elle. Le mot est sorti simplement. Sans chagrin. Juste un fait. Mes parents étaient partis avant que ça n'arrive. Il n'y avait personne qui... Elle a fait une pause. Il n'y avait personne qui rendait le départ difficile. C'était une réponse en soi sur la situation. Il a hoché la tête. Le feu crépitait. « Pourquoi ?» a-t-elle demandé. Il a regardé le feu un moment. « Parce que j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit, dit-il, sur ce qui s'est passé. Et j'y ai réfléchi d'une manière particulière, et je voulais m'assurer de bien comprendre la situation dans son ensemble avant de dire quoi que ce soit. » Elle l'a regardé. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» dit-elle. « Ça veut dire que j'ai posé quelques questions, dit-il, avant de revenir. Sur votre meute, sur ce qui s'est passé il y a 7 ans. » Il a fait une pause. Sur qui d'autre était près de la frontière cet hiver-là? La pièce est devenue très silencieuse. Méliora n'a pas bougé. « Gareth, dit-elle. Sa voix était prudente, contrôlée. « Qu'as-tu fait ?» Il avait envoyé un cavalier 3 jours après son retour au royaume. Pas à sa meute, pas directement, pas encore. D'abord à son propre réseau. Le genre d'enquête discrète qu'un roi pouvait faire et qu'un simple citoyen ne pouvait pas. Pas exigeante. Pas officielle. Simplement une question acheminée par les bons canaux aux bonnes personnes. Que savez-vous d'une guérisseuse nommée Méliora? Que savez-vous d'un incident à la frontière il y a 7 ans impliquant un loup rival des territoires de l'Est? Les réponses étaient revenues par morceaux. Il lui a tout raconté. Le loup rival. Son nom était Cale. Elle l'apprenait maintenant pour la première fois. 7 ans plus tard. Assise près d'un feu dans une cabane de montagne. Cale avait 19 ans. Il avait traversé la frontière seul, sans l'autorisation de sa meute. Parce qu'il était jeune et blessé et désespéré, et l'abri le plus proche était du mauvais côté de la ligne. Il n'avait pas transporté d'informations de patrouille. Il n'avait pas été capable de transporter d'informations de patrouille. Il avait été inconscient pendant la majeure partie des 3 jours avant de mourir. Les informations de la patrouille venaient d'ailleurs. Il avait fallu moins d'1 semaine au cavalier de Gareth pour en trouver la forme. Parce que la forme, il s'est avéré, n'avait jamais été particulièrement cachée. Elle n'avait simplement jamais été cherchée. Par personne. En 7 ans. Une femme dans la meute. Pas une figure d'autorité. Pas quelqu'un avec du pouvoir ou une position. Ou quoi que ce soit à protéger sauf le petit territoire social particulier. Que certaines personnes défendent plus vicieusement que les rois ne défendent les royaumes. Son nom était Lena. Elle avait peur de Méliora depuis des années. Peur de sa compétence, de sa capacité tranquille, de la façon dont les gens lui faisaient confiance sans qu'elle le demande. Elle avait porté cette peur pendant longtemps avant que l'hiver ne lui donne un endroit où la mettre. Elle avait transmis elle-même les informations de la patrouille à la meute rivale. Pas par Cale, pas par qui que ce soit. Directement. Parce qu'elle avait vu une opportunité, et elle l'avait saisie. Et elle avait passé 7 ans à regarder une femme gravir une montagne, et disparaître, et à se dire que ça n'avait rien à voir avec elle. Ça avait tout à voir avec elle. Gareth lui a raconté tout ça tranquillement, et sans drame, de la manière dont il faisait tout. Il lui a dit le nom de Lena. Il lui a dit le nom du cavalier qui l'avait confirmé. Il lui a dit qu'il y avait des documents. Pas pour une procédure formelle, pas à moins qu'elle ne le veuille, mais existants, réels. Le genre de preuves qui ne pouvaient pas être expliquées ou recadrées ou progressivement oubliées. Et puis il lui a dit le reste. Il n'avait pas seulement trouvé la vérité, il s'était assuré qu'elle ne pourrait pas être enterrée à nouveau. La documentation avait été déposée auprès du conseil de son ancienne meute. Pas comme une accusation, pas comme une demande, mais comme un dossier, permanent et officiel et impossible à ignorer.
Lena avait été convoqué devant les anciens. La meute savait. Pas parce qu'il avait exigé justice en son nom. Il avait été prudent à ce sujet. Prudent de ne pas en faire son histoire à raconter ou sa blessure à venger. Mais, parce qu'un tort qui avait été autorisé à perdurer pendant 7 ans avait reçu une forme, un nom et un témoin avec suffisamment d'autorité pour que personne ne puisse choisir de ne pas le voir. Son nom était lavé. Pas de la manière dont le temps lave les choses, graduellement, imparfaitement, avec le doute encore accroché au bord. Lavé de la manière dont un dossier formel est lavé, permanent, sans ambiguïté. Il lui a dit que Cal avait 19 ans et était seul et était mort sans que personne ne connaisse son nom. Et qu'elle avait été la dernière personne à essayer de le sauver. Et qu'elle avait eu raison d'essayer. Il lui a dit qu'elle avait eu raison depuis le début. Il l'a dit simplement, comme un fait, comme quelque chose qui avait toujours été vrai, et qui avait simplement besoin que quelqu'un le dise à voix haute. Meliora était assise en face de lui, et n'a pas parlé pendant longtemps. Le feu crépitait. Le louveteau dormait entre eux. Dehors, la montagne était sombre et froide, et entièrement immobile. Dedans, quelque chose se passait, pour lequel elle n'avait pas encore de mots. Quelque chose de grand et de lent. De la manière dont les glaciers se déplacent, de la manière dont le genre de chagrin qui a été gelé pendant très longtemps commence finalement à dégeler. Elle avait eu raison. Elle avait eu raison depuis le début. Et personne n'était venu le lui dire pendant 7 ans. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à cet homme qui était arrivé dans une tempête à la recherche d'un louveteau, et qui était resté et parti et revenu. Et qui avait tranquillement envoyé un cavalier pour trouver la vérité qu'elle avait cessé de croire que quiconque chercherait. Sans qu'elle le demande, sans qu'elle le sache, parce qu'il l'avait écouté raconter la pire chose qui lui soit jamais arrivée, et il avait décidé, sans annonce, que ça comptait. Elle l'a regardé à travers le feu. « Pourquoi ?» dit-elle. Le mot est sorti plus petit qu'elle ne l'avait prévu. Il l'a regardé fixement. « Parce que c'était la vérité, dit-il. Et tu mérites de la connaître. » Le feu était très bas maintenant. La cabane était chaude et immobile. Meliora l'a regardé longtemps sans parler. « Mon nom, dit-elle finalement, en bas de la montagne, est lavé, dit-il. Il l'est depuis que la documentation a été déposée. Quiconque connaissait l'ancienne histoire connaît la nouvelle maintenant. Elle a absorbé ça. 7 ans, elle avait vécu au-dessus du monde, parce que le monde d'en bas avait décidé qui elle était sans le lui demander. Et maintenant, cette décision avait été annulée, pas par le temps, pas par l'oubli, mais par cet homme qui était arrivé dans une tempête et avait écouté, et tranquillement, sans annonce, était allé réparer ça. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-elle. « Je sais, dit-il. Je ne te l'ai pas demandé. Je le sais aussi. » Elle a regardé ses mains. « Le monde en bas de la montagne, dit-elle doucement. Elle lui a retourné les mots maintenant. Pas comme une déviation, pas comme une distance, mais comme quelque chose qu'elle était enfin prête à entendre. « Est-ce toujours là, dit-il. Et maintenant, il n'a plus rien à te reprocher. » Elle n'a pas répondu, mais quelque chose sur son visage a changé, très légèrement, de la manière dont le ciel change dans les dernières minutes avant l'aube. Pas encore clair, mais plus entièrement sombre. Chapitre 4. Elle n'a pas pleuré immédiatement. C'était la chose avec le chagrin qui a été gelé pendant longtemps. Il ne se précipite pas. Il se déplace comme la glace, lentement et avec un poids énorme. Et le dégel n'était pas dramatique. Ce n'était pas une ouverture brutale. C'était plus comme une porte qui avait été scellée si longtemps que quand elle a finalement bougé, elle a bougé presque silencieusement sur des gonds qui avaient oublié qu'ils étaient des gonds. Elle est restée assise avec ça pendant longtemps. Gareth n'a pas bougé, n'a pas parlé, n'a pas essayé de combler le silence avec quoi que ce soit. Ni réconfort, ni question, ni ce genre de bruit bien intentionné que les gens font quand ils sont mal à l'aise avec la douleur de quelqu'un d'autre et ont besoin de faire quelque chose à ce sujet. Il est simplement resté où il était, de son côté du feu, présent et immobile, et entièrement sans intention. Elle en était consciente. Elle était consciente de tout ce qui le concernait en ce moment, avec une clarté qui semblait presque insupportable. La première chose qu'elle a dite après un long moment a été « Cal », juste le nom, testant son poids. Il avait 19 ans, dit-elle. Oui, je ne connaissais pas son nom. Elle a regardé ses mains. Je savais tout le reste sur lui, sa température, la profondeur de la blessure, son rythme respiratoire.
Je savais quand ça allait mal tourner avant que ça n'arrive. Je suis resté avec lui pendant 3 jours. Elle a fait une pause. Je ne connaissais pas son nom. Tu le connais maintenant, dit Gareth doucement. Elle a levé les yeux vers lui. Cal, a-t-elle répété, différemment cette fois, pas en testant, en plaçant, donnant au nom un endroit où vivre après 19 ans, et 7 d'entre eux portant la mauvaise signification. Gareth a soutenu son regard. Il a traversé la frontière seul, dit-elle. Il était blessé. Il est venu parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs. Oui, et Lena? Elle s'est arrêtée, a recommencé. Lena m'a regardé partir. Elle m'a regardé gravir cette montagne et disparaître. Et elle s'est de nouveau arrêtée. Le feu crépitait. Elle t'a laissé partir, a dit Gareth. Simplement, sans fioriture. Elle m'a laissé partir, a répété Meliora. Les mots ont atterri différemment de ce à quoi elle s'attendait. Pas avec colère, ou pas seulement avec colère, avec quelque chose de plus triste que la colère. Le chagrin particulier de comprendre enfin et complètement que le mal n'était pas un accident, qu'il y avait eu un choix, que quelqu'un avait regardé la forme de ce qu'il faisait et avait continué quand même. 7 ans. Elle avait passé 7 ans sur une montagne parce que quelqu'un avait eu peur d'elle. Pas de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elle était. Les larmes sont venues doucement. Pas du genre dramatique. Pas du genre qui s'annonce ou exige une réponse. Le genre qui arrive parce que le corps a retenu quelque chose pendant très longtemps et a finalement compris qu'il était autorisé à le déposer. Elle n'a pas essayé de les arrêter. Elle avait cessé de s'excuser pour des choses qui ne nécessitaient pas d'excuses il y a longtemps. Le chagrin en faisait partie. Gareth ne s'est pas approché d'elle. Elle lui en était reconnaissante. Certaines personnes, quand elles voient des larmes, ont besoin de les réparer, ont besoin de combler la distance, d'offrir du réconfort, de transformer le moment en quelque chose auquel elles peuvent participer. Ça venait de la gentillesse généralement, mais ça venait aussi de l'inconfort, de l'incapacité à simplement être témoin de la douleur de quelqu'un d'autre, sans que cela ne devienne une question de témoignage. Gareth n'était pas comme ça. Il est resté où il était. Il était simplement présent, entièrement, tranquillement, entièrement présent de la manière dont certaines personnes sont présentes quand elles ont appris par leur propre souffrance particulière que parfois la chose la plus profonde que vous puissiez offrir à quelqu'un est la volonté de rester dans la pièce pendant qu'il ressent ce qu'il ressent. Elle a pleuré un moment. Il est resté. Le louveteau s'est réveillé à un moment donné et a bougé. Pas vers elle, pas vers lui, mais dans l'espace entre eux, où il s'est installé, avec la tête sur ses pattes et ses yeux dorés ouverts, témoignant à sa manière. Quand c'est passé, elle s'est sentie vidée d'une manière différente du vide. Le vide était une absence, c'était un dégagement. Le sentiment particulier d'un espace qui a été occupé par quelque chose de lourd, si longtemps que lorsque le poids se lève, l'espace lui-même semble nouveau, brut, étrangement ouvert. Elle a pressé le dos de sa main contre son visage. Elle a regardé Gareth. Il l'a regardé de la manière dont il avait regardé son propre travail sur le support du tas de bois. Honnêtement, sans mise en scène, voyant simplement ce qui était là. « Je ne sais pas quoi faire de ça, » dit-elle. « Tu n'as pas besoin de le savoir pour l'instant, » dit-il. « 7 ans, » dit-elle. « Je sais. Je me suis convaincu que c'était assez. » Elle a regardé le feu, la cabane, les herbes, la solitude. Je me suis dit que j'avais construit quelque chose ici et que c'était suffisant, et je l'ai cru. Une pause. Je l'ai cru presque jusqu'au bout. Presque, dit-il. Presque, a-t-elle convenu. Les mots sont restés entre eux. Elle l'a regardé. Il la regardait avec cette qualité d'attention particulière qu'elle avait cessé d'essayer de cataloguer et qu'elle acceptait simplement maintenant. L'attention d'un homme qui ne cherchait pas quelque chose, n'attendait pas quelque chose, la regardait simplement. Présent, sans hâte, comme si elle valait le temps, comme si elle avait toujours valu le temps. « Pourquoi es-tu revenu » a-t-elle demandé. Elle l'avait déjà demandé. Pas en mots, mais dans la façon dont elle s'était reculée de la fenêtre quand elle l'avait vu arriver à travers la lisière de la forêt. Dans la façon dont elle avait ouvert la porte avant qu'il ne frappe. Elle l'avait demandé de toutes les manières qui n'étaient pas de le demander directement, et il avait répondu de toutes les manières qui n'étaient pas de répondre directement, et ils avaient tous les deux compris et n'avaient rien dit. Mais elle demandait maintenant. Directement. Il est resté silencieux un moment. « Parce que je n'arrêtais pas de penser à ce que tu as dit, » dit-il. « Que personne n'était venu te choisir. » Il a fait une pause. « Je n'aimais pas ce que ça signifiait.
que tu aies vécu 7 ans avec ça comme la dernière chose vraie que quiconque t'ait montré. Elle l'a regardé. Alors tu as envoyé un cavalier, dit-elle. Alors j'ai envoyé un cavalier, dit-il. Et je suis revenu. Et tu es revenu. Le feu était plus bas maintenant, se transformant en braise, la lumière plus chaude et plus ambrée qu'auparavant. La cabane était très silencieuse. La montagne était très immobile. Elle s'est levée. Il s'est levé. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, avant qu'elle n'ait fait un seul pas à travers la pièce, il a parlé. « Je dois te dire quelque chose, » dit-il. Avant toute autre chose, elle a attendu. « Je n'ai pas envoyé le cavalier parce que j'étais curieux, » dit-il. « Et je ne suis pas revenu à cause du louveteau. » Il a fait une pause. « Je suis revenu parce que j'ai passé la majeure partie de ma vie à prendre des décisions basées sur ce qui était nécessaire, ce qui était stratégique, ce qui était dû. » Une autre pause, plus courte, plus délibérée. Ceci n'est rien de tout ça. Il l'a regardé fixement. « Je ne vais pas prétendre savoir exactement ce que c'est, » dit-il. « Mais je sais ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas de la politique. Ce n'est rien que je te doive ou que tu me doives. » Il a parcouru la moitié de la distance entre eux. Pas toute, la moitié. Laissant le reste pour elle. « Je sais ce que tu as perdu, » dit-il doucement. « Je sais ce que ça t'a coûté de faire assez confiance à quelqu'un pour le laisser voir. Je ne te demande pas de le faire à nouveau sur la base de 4 jours dans une tempête et d'un louveteau. Une pause. Je te demande de me laisser te montrer, avec le temps, au rythme dont tu as besoin, que je ne serai pas une autre personne qui part sans regarder en arrière. » Le feu crépitait. Le louveteau était très immobile. Elle l'a regardé. Cet homme debout au milieu de sa cabane, à mi-chemin de la pièce, ayant parcouru la moitié de la distance et laissé l'autre moitié entièrement pour elle. Elle l'a parcouru. Elle s'est arrêtée devant lui. Elle a levé la main et l'a posée contre sa mâchoire. Il est devenu complètement immobile. Pas de surprise, mais avec l'immobilité particulière d'un homme qui a attendu, pas avec impatience, pas avec attente, mais avec la certitude tranquille de quelqu'un qui a compris que ce moment existait et était prêt à attendre aussi longtemps que nécessaire. Elle l'a regardé un long moment. Toutes ces années, la montagne, le silence, l'architecture soignée d'une vie construite pour n'avoir besoin de rien ni de personne, le long travail de se convaincre que survivre seul était la même chose que vivre. Et cet homme qui était revenu, qui avait envoyé un cavalier, qui était resté de son côté du feu et l'avait laissé pleurer sans essayer de réparer ça, qui avait dit « Tu mérites de savoir », comme si c'était la chose la plus simple du monde. Elle l'a embrassé. Ce n'était pas un baiser désespéré, pas une collision. C'était lent et délibéré, et entièrement certain. Le baiser d'une femme qui a fait un choix avec tout son être, et qui n'a pas peur de ce que cela signifie. Il lui a rendu son baiser de la même manière. Ses mains se sont levées, une à sa taille, une à l'arrière de sa tête, et il l'a tenue comme il faisait tout, avec soin, sans gaspillage, comme quelque chose qu'il avait l'intention de garder. Quand ils se sont séparés, elle est restée proche. Son front est venu se poser contre le sien. Ils sont restés comme ça un moment, juste à respirer, juste présents. Le feu chaud derrière eux dans le froid de la montagne dehors, et le louveteau regardant du sol avec ses yeux dorés, et le calme absolu d'une créature qui avait compris comment cela allait se terminer, bien avant l'un ou l'autre. « J'avais cessé de croire en ça, » dit-elle doucement. « Je sais, » dit-il. « Je ne suis pas sûr de savoir comment faire maintenant. » Sa main a bougé, douce, délibérée, de sa taille au creux de son dos, ne la tirant pas plus près, restant simplement. « On trouvera une solution, » dit-il. Elle s'est reculée juste assez pour le regarder. Le feu dans l'âtre, la lumière ambrée, ses yeux gris fixés sur les siens, portant cette subtile qualité argentée qu'elle avait remarquée auparavant, cette vivacité particulière, les yeux d'un homme dont l'instinct était pleinement, tranquillement éveillé. « D'accord, » dit-elle. Le matin est venu lentement. Le genre de matin qui arrive en hiver en haute altitude sans s'annoncer. Pas avec de la couleur, pas avec du drame, simplement avec un éclaircissement progressif de l'obscurité jusqu'à ce que la cabane soit remplie de la lumière pâle et propre qui n'appartenait qu'aux montagnes et seulement au matin, après que quelque chose ait changé. Meliora s'est réveillée avant lui. Cela ne l'a pas surprise. Elle s'était réveillée avant tout le monde pendant 3 ans. Avant les oiseaux, avant la lumière, avant tout ce qui l'obligeait à être une personne parmi d'autres. Le corps garde ses habitudes, même quand tout le reste change.
Elle est restée immobile un moment et a écouté la montagne. Puis elle s'est levée et a allumé le feu. Il s'est réveillé à l'odeur du thé. Elle en avait trouvé assez pour deux cette fois. Une petite réserve qu'elle avait gardée sans savoir vraiment pourquoi. De la manière dont on garde certaines choses sans examiner l'impulsion de trop près. Il s'est assis et l'a regardé de l'autre côté de la pièce et n'a rien dit. Elle lui a tendu la tasse. Il l'a prise. Leurs doigts se sont brièvement touchés sur l'anse. Aucun d'eux n'en a fait tout un plat. Tous les deux l'ont remarqué. Ils n'ont pas parlé pendant un moment. Pas par malaise. Par le contraire du malaise. L'aisance particulière de deux personnes qui ont traversé quelque chose de significatif ensemble et sont arrivées de l'autre côté et trouvent que le silence entre elles a maintenant une qualité différente de celle d'avant. Plus léger, moins défendu. Le louveteau a mangé son petit déjeuner avec beaucoup d'enthousiasme, puis s'est assis près de la porte, ce qui était devenu sa position matinale. N'attendant pas exactement, simplement orienté vers le monde de la manière dont les jeunes animaux sont orientés quand ils se sont rétablis et sont prêts. « Il veut courir », a dit Gareth. « Il est prêt depuis 3 jours », a dit Meliora. Il était poli. Il n'est jamais poli. Il a été poli avec moi. Gareth a regardé le louveteau. Le louveteau l'a regardé avec une innocence complète. « Traître », a dit Gareth. La queue du louveteau a bougé une fois, sans remords. Meliora a regardé sa tasse et n'a pas souri. Techniquement. La conversation pratique est venue en milieu de matinée. Elle savait qu'elle allait venir. L'avait senti approcher depuis son réveil, de la manière dont on sent un changement de temps avant qu'il n'arrive. La nuit précédente avait été réelle et vraie. Et elle avait fait un choix avec tout son être. Et elle ne le regrettait pas. Mais les choses réelles et vraies devaient encore vivre dans le monde réel. Qui avait ses propres exigences? Il était un roi. Elle était une femme qui vivait seule sur une montagne. C'était des faits. Elle l'a abordé directement, parce qu'elle n'avait jamais appris à aborder les choses difficiles de manière détournée et avait cessé d'essayer. « Tu as un royaume, dit-elle. »« Oui, dit-il. Et des responsabilités qui ne s'arrêtent pas parce que tu es sur une montagne. » Elle ne s'arrête pas. Il la regardait. « Tu n'as pas tort, dit-il. Sur rien de tout ça. » Elle ne s'attendait pas à ça. Le royaume est réel. Les responsabilités sont réelles. La distance entre une cabane de montagne et ce que ma vie exige est réelle. Il a fait une pause. Je ne vais pas te dire que ces choses n'existent pas. Je vais te dire ce que j'ai l'intention de faire à leur sujet. Il s'est tourné pour lui faire face complètement. Je viendrai ici aussi souvent que possible. J'enverrai un message quand je ne pourrai pas. Je ne disparaîtrai pas sans explication. Et je ne te demanderai pas d'attendre sans savoir ce que tu attends. Une autre pause, plus courte, plus certaine. Et quand tu seras prête, si jamais tu es prête, je m'assurerai que le monde en bas de cette montagne te reçoive comme tu mérites d'être reçu. Pas comme quelqu'un qui revient dans la honte, comme quelqu'un qui a été lésé et y a survécu, et qui est revenu par choix. Il a soutenu son regard. « Je ne te demande pas de t'intégrer dans ma vie, dit-il. Je te demande de me laisser construire quelque chose qui nous convienne à tous les deux. Je ne sais pas exactement à quoi ça ressemblera encore, mais je sais comment protéger ce qui compte pour moi. Et je sais être patient. » Elle l'a regardé un long moment. « C'est une offre très spécifique, dit-elle. Je suis une personne très spécifique, dit-il. Quelque chose l'a traversé. Chaud et calme et entièrement inconnu. Le sentiment d'être vu complètement et de ne pas reculer. Je sais, dit-elle. Ils ont marché dans l'après-midi. Pas une marche intentionnelle. Pas pour vérifier le périmètre. Pas pour ramasser quoi que ce soit. Simplement marcher. Tous les trois. À travers le monde blanc et silencieux, au-dessus de la limite des arbres, où la montagne s'ouvrait sur un vaste ciel pâle. Et la neige s'étendait dans toutes les directions, immaculée et propre. Le louveteau a couru. Pas le mouvement prudent et économe d'un animal en convalescence, mais la course pleine et sans retenue d'un jeune loup qui est resté immobile trop longtemps et qui a une montagne d'espace ouvert devant lui et plus aucune raison de se retenir. Il a couru en large cercle autour d'eux, projetant de la neige sans aucune dignité, sans aucune excuse. Meliora l'a regardé. « Il va s'en sortir, dit-elle. »« Il allait toujours s'en sortir, » a dit Gareth, une fois que quelqu'un a décidé de le ramener. Elle l'a regardé. Il observait le louveteau avec la qualité d'attention qu'elle avait appris à reconnaître comme étant simplement sa nature. Entièrement présent, rien de retenu, aucune partie de lui ailleurs. Il s'est tourné et l'a trouvé en train de le regarder. Il n'a pas détourné le regard. Elle non plus.
La montagne était autour d'eux, vaste et froide, et entièrement indifférente, et aussi, d'une certaine manière, exactement juste. Le genre d'endroit où les choses deviennent claires, simplement parce qu'il n'y a rien entre vous et elle. Pas de bruit, pas de politique, pas d'histoire que quiconque d'autre puisse voir. Juste la neige et le ciel, et deux personnes debout dedans. Elle a tendu la main. Elle a pris sa main. Il a baissé les yeux sur sa main dans la sienne. Il a refermé ses doigts sur elle. Ils sont restés comme ça un moment. Le louveteau courant toujours ses larges cercles joyeux. La montagne immobile et blanche autour d'eux. Le ciel pâle et énorme au-dessus. J'ai passé 7 ans à me convaincre que ce n'était pas possible, dit-elle. Je sais, dit-il. J'avais tort. Tu travaillais avec les informations que tu avais, dit-il. Elles étaient incomplètes. Elle l'a regardé. C'est ce que tu te dis, dit-elle. Quand tu as tort sur quelque chose? Quand l'erreur n'était pas un défaut de caractère, dit-il. Oui. Elle a réfléchi à ça. C'est un cadre généreux, dit-elle. C'est un cadre précis, dit-il. Pour toi. Elle a regardé la neige. Elle a regardé le ciel. Elle a regardé sa main tenant la sienne. Stable, certaine, sans mise en scène. D'accord, dit-elle. Pas à lui, ou pas seulement à lui. À la montagne, aux 7 années. À la femme qui était montée ici et avait construit une petite vie et s'était convaincue que c'était assez, et avait eu tort sur ce point aussi. Tort de la meilleure façon possible, s'est-il avéré. D'accord. Ils sont revenus à la cabane alors que la lumière baissait. Elle a préparé le dîner. Il a mis la table. Le louveteau s'est installé près de l'âtre avec l'autorité d'un animal qui a décidé qu'un endroit lui appartenait et ne voit aucune raison de faire semblant du contraire. Ils ont mangé dans le silence confortable qui était devenu, au cours d'une semaine et d'une tempête et de plus d'honnêteté qu'elle n'en avait offert à quiconque en 7 ans, simplement la façon dont les choses étaient entre eux. Après, quand le feu était bas et que la montagne était sombre et immobile dehors, elle l'a dit. Pas de façon dramatique, pas avec cérémonie, de la manière dont elle disait la plupart des choses vraies, tranquillement, comme si elle avait déjà décidé et laissait simplement la décision devenir audible. « Je crois que je suis prête, » dit-elle. Garrett l'a regardée. « À descendre, » dit-elle. « Pas immédiatement, pas demain, mais bientôt. » Elle a fait une pause. « Je pense que la montagne a fait ce qu'elle devait faire. » Il n'a rien dit pendant un moment. Puis, « Quand tu seras prête, je serai là. Pas, je t'emmènerai. Pas, j'organiserai ça. Simplement, je serai là. » Elle a hoché la tête. Dehors, la montagne était immobile. Dedans, le feu tenait bon. Et pour la première fois en 7 ans, Meliora a regardé la porte et a pensé non pas à ce qui était derrière elle, mais à ce qui attendait de l'autre côté. Elle est descendue de la montagne au début du printemps. Pas de façon dramatique, pas avec cérémonie. Un matin où la neige sur le sentier inférieur s'était suffisamment ramollie pour marcher sans difficulté et où le sureau au pied du sentier ouest avait ses premiers bourgeons pâles, ceux qu'elle avait vérifiés chaque année seule, ceux autour desquels elle avait construit tout son traitement contre la fièvre. Elle les a vérifiés une dernière fois. Puis elle a pris le sac qu'elle avait préparé, des choses pratiques, des réserves d'herbes, ses registres, le roman à la tranche craquelée, et elle est descendue. Garrett attendait en bas. Pas avec une procession, pas avec cérémonie, simplement debout à l'endroit où le sentier de montagne rencontrait la route de la vallée, le louveteau à ses côtés, étant parti seul à l'aube parce qu'elle lui avait dit quand elle viendrait. Et il s'était assuré d'être là. Il n'a rien dit quand il l'a vue. Elle n'en avait pas besoin. Elle a atteint le bas du sentier et s'est arrêtée devant lui et a regardé la vallée s'étendant devant, large et sans hâte, et entièrement indifférente aux 7 années qu'elle avait passées au-dessus. Elle était toujours là, exactement comme il l'avait dit. Elle a expiré. Il s'est mis à marcher à ses côtés. Le louveteau a couru devant. Elle n'a pas regardé en arrière vers la montagne. Non pas parce qu'elle l'avait oublié. Elle ne l'oublierait jamais. Elle lui avait sauvé la vie à sa manière, mais parce que la femme qui l'avait gravie n'était pas la même femme qui s'en éloignait. Certaines portes, quand elles ont fait leur travail, méritent d'être laissées ouvertes plutôt que fermées. Le monde l'a reçue comme Garrett l'avait promis. Pas avec fanfare, pas avec des excuses, simplement comme quelqu'un qui était revenu. Certaines femmes survivent en disparaissant, et certaines d'entre elles, celles qui n'étaient jamais censées rester disparues, retrouvent leur chemin vers le monde parce que quelqu'un a refusé de les laisser oublier qu'il était toujours là. Meliora est descendue au printemps. Elle n'est jamais remontée seule. Si cette histoire vous a touché,
S'il vous plaît, laissez un commentaire. Et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner. D'autres histoires vous attendent.